Bien, bonjour à tous. On a 5 petites minutes de retard, mais je pense que c'est le moment de commencer. Donc, je suis heureux d'être ici aujourd'hui. Je suis Jean-Louis Yengué, géographe. Pendant très longtemps, j'ai professé dans cette belle maison. Je reconnais quelques têtes ici et là. Maintenant, je suis professeur des universités à Poitiers. Je dirige un laboratoire qui s'appelle Ruralité. Et quand Kylian m'a proposé d'animer cette table ronde sur questions de jeunesse et de viande, on va dire de moins viande, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, pourquoi pas. Et cette semaine, j'ai pensé à l'actualité. 3 points d'actualité m'ont marqué, en lien bien sûr avec notre table ronde aujourd'hui. Déjà, la COP 21, la COP 26 qui s'est terminée il n'y a pas longtemps, elle s'est terminée avec un mini-échec, on va dire. Impact de les sociétés sur l'environnement. On sait que l'agriculture impacte énormément en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et dans cette agriculture, bien sûr, l'élevage est en pole position. Deuxième élément d'actualité, vous avez tous entendu parler du circuit court alimentaire. Il faut se nourrir de proximité. Et bien sûr, à proximité, c'est souvent des légumes, c'est souvent la tomate, la salade. Il est rare d'avoir des produits carnés de proximité. Ça existe, mais ce n'est pas les éléments premiers qu'on a quand on parle de produits de proximité. Dans l'actualité, on a également tout le débat autour des antispécistes. Vous savez, nous, espèces humaines, est-ce qu'on se sent supérieur aux autres espèces animales, notamment les produits d'élevage? Donc, énormément de débats là-dessus. Hier à Poitiers, je rencontrais des étudiants de mon UFR et on parlait du tout et de rien. Et puis, ils me faisaient comprendre que les étudiants aujourd'hui, il est plus facile de se nourrir de produits carnés que pas. Alors, on a de plus en plus de restauration rapide, burgers, autres kebabs. Les produits transformés plus ou à base de produits carnés sont nombreux et donc il est plus facile pour eux. Et je me disais, tiens, les 3 premiers points d'actualité, on aurait pensé qu'on se dirige tout doucement vers le moins de viande, comme c'est marqué sur le titre de la conférence, mais finalement, quand on interroge les jeunes, c'est pas si évident que ça. Et donc finalement, la table ronde, je vous disais, elle est vraiment d'actualité, une jeunesse de plus en plus tentée par le moins de viande. J'allais mettre un point d'interrogation parce que ce n'est pas si simple que ça. Et on a la chance et l'honneur d'avoir autour de la table d'éminents spécialistes qui vont nous donner leur regard sur la question. Alors, on a Marion, Sébastien, Olga, Eric. Je vais les laisser se présenter, je pense que ce sera le plus simple. Peut-être en guise de présentation, dans le sens que je viens de dire, peut-être nous dire un peu votre quotidien professionnel et quelle est la place des questions alimentaires, de la viande, du moins viande, des jeunes dans ce que vous faites au quotidien. Marion ? Bonjour à tous, je suis ravie d'être là avec vous. Je suis Marion Denne-de-Dieu, je travaille à l'Association végétarienne de France au sein du pôle Végé-Cantine. Donc, je travaille sur les menus végétariens en restauration collective et on travaille beaucoup sur la restauration scolaire, donc les jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on fait au sein du pôle? On essaye d'offrir une meilleure accessibilité aux repas végétariens dans la restauration collective. Donc on fait du plaidoyer au niveau des décideurs, auprès des décideurs publics pour que ce soit ancré dans la loi. On soutient les usagers dans leurs droits et on accompagne les acteurs de terrain dans leur transition vers plus de végétarisme. Merci Marion. Sébastien ? Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Cardinal, je suis auteur culinaire spécialisé dans l'alimentation végétale. Et je sévis sur Internet depuis maintenant 14 ans sur ce sujet. Et j'ai eu une approche un petit peu différente de certains auteurs, puisque je suis aussi youtubeur. À savoir que je fais des critiques de restaurants, je fais des tests de produits végétaliens, je fais bien sûr mes propres recettes, etc., etc. Et forcément, qui dit réseaux sociaux, dit principalement une certaine jeunesse connectée. Et donc, j'ai la chance de pouvoir communiquer avec toutes les tranches d'âge, en vérité, mais aussi des jeunes et leurs problématiques, et avoir certains témoignages qui, quand on est adulte, nous semblent un peu déconnectés de notre réalité, mais c'est très intéressant de voir qu'à chaque tranche d'âge, par rapport à une problématique, même dans une prise de conscience éthique, c'est pas si évident, je suis parfaitement d'accord. Donc on peut en parler. Merci. Olga ?
Oui, bonjour. Je suis Olga Davidenko et je suis maîtresse de conférence en comportement alimentaire chez l'humain à AgroParisTech. Du coup, le comportement alimentaire, les raisons pour lesquelles on prend la décision de manger ou de ne pas manger des aliments, c'est mon cœur de métier. Notamment dans le laboratoire auquel j'appartiens, l'unité de recherche physiologique de la nutrition et du comportement alimentaire, nous sommes spécialisés dans la nutrition protéique. Et qui dit nutrition protéique aujourd'hui dit protéines animales, protéines végétales, végétalisation des régimes. Donc on est au cœur de cette thématique de nutrition durable. Et donc, dans mes projets de recherche, je m'intéresse notamment au sujet de qu'est-ce qui nous pousse et quelles sont les motivations des individus à manger moins de viande. Également, comment est-ce qu'on pourrait favoriser ce passage vers des régimes plus végétaux. Et j'ai également une autre casquette. C'est que je suis directrice scientifique de la chaire ANCA, qui est une chaire partenariale hébergée par AgroParisTech, dont la mission, c'est de communiquer auprès du grand public sur l'alimentation durable. Et il se trouve que par grand public, en fait, on a défini comme notre principal public d'intérêt les jeunes, les jeunes de 18 à 35 ans. Et le dernier programme de la chaire ANCA, notamment, qui a été produit à destination de ce public-là, visait à informer les jeunes sur l'alimentation durable et donc une réduction de la viande. Voilà, donc c'est les principales raisons pour lesquelles je m'intéresse à ce sujet-là. Et puis, troisième raison, étant maîtresse de conférence, ayant devant moi des étudiants régulièrement, je vois leur évolution. Et c'est vrai que depuis quelques années, je constate que la population, des étudiants évoluent et que ça se voit très vite, en fait, que l'intérêt est présent pour ces sujets-là. Mais je garde ces observations-là pour la discussion. Merci Olga. Eric, à toi. Oui, bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Donc, je m'appelle Eric Birlouez. Je suis ingénieur agronome, ancien élève de l'Institut agronomique, aujourd'hui AgroParisTech. Alors, mon métier, c'est sociologue de l'agriculture et de l'alimentation. Et puis, sans être historien, je m'intéresse vraiment énormément à l'histoire de notre alimentation. Alors, je travaille comme indépendant, donc j'ai à la fois des activités d'études, ou parfois je participe à des programmes de recherche appliquée, pas mal d'enseignements, j'adore cet aspect-là, des activités de conseil, d'expertise, et puis j'aime bien écrire, donc je collabore à des revues, je fais pas mal d'articles, et peut-être, je n'ai pas compté, mais je pense une bonne quinzaine d'ouvrages plutôt sur l'histoire de l'alimentation. Hein, donc depuis l'origine, depuis les origines du genre humain jusqu'à aujourd'hui, je trouve absolument passionnant de voir comment a évolué notre alimentation et au-delà de notre alimentation, notre rapport à l'alimentation, qui n'est pas autre chose, bien sûr, qu'un reflet de nos sociétés. Et puis, voilà, j'aime beaucoup également les aspects de communication. Donc, l'été sur France Inter, j'ai une chronique dans une émission qui s'appelle Le Temps d'un bivouac, où je raconte une fois par semaine l'histoire d'un aliment voyageur. Et beaucoup d'aliments ont voyagé, puisque si on ne mangeait, je pense aux légumes par exemple, parce que le dernier ouvrage que j'ai écrit était sur les légumes, si on ne mangeait que les légumes qui spontanément poussaient en France, on n'aurait vraiment pas grand-chose dans notre assiette. On a parlé des légumes tout à l'heure. Alors on aurait des choux, bien sûr, des bettes et betteraves, c'est exactement la même espèce, même si ces deux légumes ont l'air très différents. Des navets, si on va les chercher du côté de l'Europe de l'Est. Et puis enfin, comme je suis originaire des Hauts-de-France, et même de la région anciennement nommée Nord-Pas-de-Calais, il y a les chicons, c'est-à-dire les endives. Alors là, c'est une invention tout à fait récente de l'homme, 19e siècle, né dans le nord de la France ou en Belgique, on ne sait pas très bien. Voilà, donc toutes ces choses-là m'intéressent, les dimensions historiques, culturelles, anthropologiques, sociétales, évidemment, de l'alimentation. Merci à tous. Eric, puisque tu as le micro en tant que sociologue, tu le disais tout à l'heure,
On a comme l'impression que c'est automatique, tiens, le moins de viande, il faut faire moins, mais quels sont les enjeux qui se cachent derrière et quelles en sont les représentations des sociétés humaines en fait? Pourquoi on va dans cette direction? C'est vrai qu'on en parle beaucoup aujourd'hui parce que derrière cette question du manger moins de viande, il y a plein d'enjeux, mais vous les connaissez, hein, ces enjeux évidemment. On évoque, et là on pourra en parler longuement, les enjeux de santé, on évoque évidemment les enjeux climatiques. Je crois que tu évoquais les émissions de gaz à effet de serre. Alors quand on dit que l'élevage est un énorme contributeur, oui, c'est un contributeur comme toute activité humaine. Quand on dit énorme, ça dépend ce qu'on appelle énorme. Hein. En France et en Europe, c'est un peu moins de 10%. Alors c'est beaucoup, hein, 10% évidemment, mais ce n'est pas non plus 90%. Donc on a ces enjeux de climat, de biodiversité, mais on a la chance d'être dans un pays dans lequel il y a énormément, encore aujourd'hui, de prairies, et il n'y a pas meilleure biodiversité que celle des prairies, autant que les forêts. Les prairies, elles captent du carbone, et c'est finalement une activité humaine formidable, l'agriculture, parce que ça capte du carbone. Je ne connais pas d'autres qui fassent ça, à part les forêts, évidemment. Il y a des enjeux qui sont liés évidemment à l'animal. C'est aussi une problématique. Beaucoup de gens ont dans la tête, enfin de plus en plus de personnes, en tout cas aujourd'hui, ont dans la tête la préservation des ressources, des sols, de l'eau, etc. Donc on a vraiment beaucoup d'enjeux autour du manger moins de viande. Et donc cette multiplicité d'enjeux, elle explique que dans le débat public, c'est vraiment une question dont on parle de plus en plus depuis quelques années, puisque toutes ces questions de santé, d'environnement, de climat, de causes animales ont vraiment pas émergé, mais se sont considérablement accélérées au cours de ces dernières années. Sébastien, tout à l'heure, tu te présentais comme youtubeur en étant en contact avec une palette large d'un public qui vient t'écouter. Est-ce que ceux-là sont conscients de ces enjeux? Est-ce qu'ils viennent, parce que effectivement, ce que tu présentes, c'est sûrement intéressant, mais est-ce que derrière, il n'y a pas une connaissance ou une prise de conscience de quelque chose qui se passe? Absolument. Il y a rarement des personnes qui s'intéressent à une alimentation végétale, quel que soit le niveau, hein, du végétarisme au véganisme, juste par goût. Voilà. Il y a déjà une méconnaissance du grand public qui a tendance à considérer que quand on est vegan, par exemple, c'est très étrange de vouloir manger des aliments qui ressemblent quand même à de la viande. Mais c'est oublier la base que beaucoup de gens ont une considération éthique qui les font agir dans un sens moral et donc abandonnent un plaisir personnel au profit d'une grande cause. Et donc, les véganes, dans leur ensemble, ne sont pas des gens qui n'aiment pas la viande. Ils n'aiment pas le concept de qu'est-ce que la viande. C'est là la différence. Donc aujourd'hui, des gens qui vont être végétariens ou végétaliens par goût, j'en connais très peu. Ça a été mon cas. Mais je suis une exception. Hein. Je suis vraiment un ovni dans le milieu. La majorité des gens ont effectivement cette conscience, soit par rapport à l'environnement, soit sur l'enjeu du bien-être animal, soit dans quelques cas un peu moindres sur la santé. Donc oui, les gens qui s'intéressent à ça et qui cherchent des réponses, on dit souvent que sur les réseaux sociaux, pour avoir un sujet intéressant, il faut répondre à une souffrance. Et une souffrance, ça veut dire répondre à une problématique profonde de la personne et la rassurer, lui donner des clés. Faut-il encore être honnête? Et donc, moi, dans mon travail, et par rapport à mes confrères et mes consoeurs principalement d'ailleurs sur Internet, on essaye de guider les gens à avoir une alimentation végétale qui leur correspond, qui ne trahit pas forcément leur culture, leur goût, mais qui les fait évoluer vers quelque chose plus en adéquation avec leur morale. Donc oui, les gens viennent pour une vraie raison, et pas par hasard ou juste parce que c'est à tendance. Ça n'existe pas trop à ma connaissance. Merci. Olga, est-ce que dans tes travaux sur le comportement alimentaire, tu retrouves les mêmes tendances, c'est-à-dire la prise de conscience en fait, qui oriente la façon, les goûts, la manière d'aller vers l'alimentation? Alors, personnellement, je ne fais pas de travaux qui suivent les changements d'attitude de comportement sur le long terme, mais il y a des études dessus qui rendent compte d'une tendance.
Ce qui est intéressant, pour rebondir sur ce que disait Sébastien, c'est cette étude de pourquoi les gens deviennent végétariens ou véganes. Et on constate effectivement que plus la personne est sensible à ces différents sujets qu'on a évoqués, en commençant santé, planète, bien-être animal, et plus il y a des chances que sa consommation de produits animaux soit basse. Après, maintenant, quel est exactement le cheminement? Est-ce qu'on décide de devenir végétarien ou vegan parce qu'on développe ces attitudes-là, ou est-ce que le fait d'être végétarien ou vegan nous conforte aussi dans ces positions-là? Ça, sans doute que Sébastien le sait mieux que moi. Mais en tout cas, c'est vrai que les préoccupations ne sont pas, vont quelque part de pair avec l'alimentation. Chez les jeunes en particulier, on observe que le fait de suivre un régime qui diminue la consommation de viande, donc flexitarien ou végétarien vegan, est plus prononcé aussi que dans la population générale. Donc les chiffres qu'on cite le plus, c'est qu'en France, on est 3% de végétariens ou véganes, et à peu près 25% de flexitariens. Et chez les jeunes, alors les chiffres représentatifs de la population française sont plus difficiles à avoir, mais par exemple sur des échantillons étudiants, on est sur plus de la moitié qui vont se définir comme flexitariens, végétariens ou véganes, et ceux qui se définissent comme végétariens véganes, c'est... on a atteint les 20%, je pense, je crois. Voilà, donc c'est fort. Oui, tu voulais prendre la parole? C'était juste pour préciser un tout petit peu plus les choses, puisqu'on a une étude tout à fait récente qui a été publiée en décembre, je crois. Enfin, tout à fait récente, non, qui a maintenant bientôt un an, qui est une étude qui a été faite sur 15 000 personnes pour France Agrimaire, et qui donnait un chiffre proche du tien, mais qui est que, en France, végétarien plus végétalien, vegan c'est plus que simplement un régime alimentaire, mais végétarien, donc pas de chair animale, végétarien strict, pas de viande, et végétalien, ça représentait, donc à la fin de l'année 2020, 2,2% de la population, donc 0,3% de véganes, 0,8% de personnes qui sont des végétariens stricts au sens pas de chair animale, ni viande ni poisson, donc ça fait 1,1%, et on rajoute 1,1% de personnes qui ne mangent pas de viande, mais qui mangent du poisson. Donc ça, c'est vraiment les personnes qui ne mangent pas du tout de viande, 2,2% de la population. Après, comme tu le dis Olga, il y a effectivement ce qu'on appelle les flexitariens, sauf que là, on ne sait absolument pas trop ce que ça recouvre, dans la mesure où la définition qui est donnée du flexitarisme, pour moi, n'est pas du tout précise. On dit qu'un flexitarien, c'est quelqu'un qui réduit sa consommation de viande pour des raisons autres qu'économiques. Bien sûr, quand on est contraint, c'est autre chose. C'est vrai que c'est une tendance dans la société française, ça c'est très très clair. On est beaucoup plus en France flexitarien que végétarien ou vegan, même s'il y a une augmentation, bien sûr, tu l'as dit, des végétariens et des véganes, et que dans les jeunes générations, moi j'avais plutôt en tête, mais c'est le chiffre de 10% chez les étudiants, mais bon, là, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment d'études très, très, très précises. Mais c'est vrai qu'ils sont absolument plus nombreux que dans la population générale, ça ne fait pas de doute. Oui, et peut-être pour préciser, le chiffre de à peu près 3% de végétariens et végétaliens français, en fait, du coup, il est stable depuis plusieurs années, parce que c'était déjà le chiffre sorti au niveau national en 2015. Donc, voilà. Et Marion, toi qui travailles en lien plus ou moins direct avec les cantines scolaires, est-ce que les petits sont conscients des enjeux qui se cachent derrière le moins de viande qu'on essaie de faire développer dans les cantines? Alors, c'est un peu dur à dire, parce que nous, on est plus en contact avec les parents, c'est généralement eux qui font appel à nous. Après, si on parle des lycéens, là, c'est eux qui se saisissent du sujet. D'ailleurs, on travaille souvent avec eux, parce qu'avec Greenpeace, Youth for Climate, on a une mobilisation qui s'adresse aux lycéens pour les pousser à demander,
enfin, s'ils le souhaitent, plus de VG dans leur lycée. Mais comme le disaient Sébastien, Olga et Eric, les enjeux sont les mêmes. C'est toujours des aspects environnementaux, des aspects de santé qui sont évoqués et des aspects éthiques. Et puis, nous, on parle souvent de ces chiffres. On dit que si une option végétarienne était proposée dans toute la restauration scolaire, ça permettrait de réduire de 19% l'émission de gaz à effet de serre de l'alimentation de ces cantines. Donc c'est quelque chose généralement qui parle bien aux parents et aux lycéens et qui est vachement repris. Merci. Aujourd'hui, quelle est la tendance en fait? Est-ce que ce moins de viande, on est plutôt dans quelque chose qui évolue très vite? Comment ça se passe en fait sur un temps plus ou moins long, et Eric, en France et peut-être aussi à l'étranger? Oui, alors en 2 mots, moi ce que j'explique souvent, c'est que le moins de viande, alors on va être précis, le moins de viande rouge, ça fait 40 ans, plus de 40 ans d'ailleurs, 41 ans exactement, que c'est le cas en France. Je parle de la viande rouge. Dès 1980, alors il y a une période que j'appelle la période d'embellie carnée, les 30 Glorieuses, pendant lesquelles les Français, qui ont un pouvoir d'achat qui augmente énormément, imaginez, les multiplier par 3,3 en l'espace de 28 ans, pour être précis. C'est énorme. Et donc les Français ont accès à la viande. Et vous savez, toutes les populations pauvres, sauf exceptions religieuses notamment, quand ils deviennent moins pauvres, ils n'ont qu'une idée en tête, qu'une obsession, c'est de manger de la viande, comme les riches. Et donc c'est ce que l'on a vu en France, comme on le voit ailleurs dans les pays qui sortent de la pauvreté. On mange de la viande tous les jours, on en mange même 2 fois par jour, là je parle des 30 Glorieuses, et on voit les gens modestes qui peuvent enfin accéder à cet aliment qui ne leur était pas autorisé. Mais ça ne dure pas longtemps, c'est une parenthèse, puisque à partir de 1980, on commence à avoir une diminution de la consommation de viande rouge. Alors une diminution lente, évidemment, ce n'est pas du tout un effondrement, mais c'est pour dire que ce n'est pas en soi nouveau. Pourquoi ça diminue? Si je peux juste en dire très rapidement 2 mots. On a pensé que c'était pour des raisons économiques. On s'est dit, début des années 80, c'est l'apparition du chômage de masse, c'est, rappelez-vous, les restos du cœur, c'est le début des années 1980, paupérisation d'une fraction de la population, les gens n'ont plus les moyens de manger de la viande. Mais on a regardé ça de manière un peu plus précise et on s'est rendu compte que, non, ceux qui diminuent leur consommation de viande, ce sont majoritairement les CSP+. Les gens qui ont les moyens de manger de la viande 2 fois par jour, et même plus, s'ils le voulaient. Donc, ce n'est pas pour des raisons économiques. À cette époque, aujourd'hui, c'est différent. Mais à cette époque, ce n'est pas pour des raisons économiques. C'est pour des raisons assez intéressantes, symboliques, du statut de la viande. Finalement, la France change pendant les 30 Glorieuses. Le travail n'est plus un travail physique qui exige de la force musculaire. Et la viande avait cette réputation, je dis bien cette réputation, d'être un aliment dispensateur de force, de puissance. Mais quand vous travaillez dans un bureau, secteur tertiaire, on parle de tertiarisation de la société, vous n'avez pas besoin d'un aliment qui vous donne de la viande. Donc vous voyez, de la force. Donc la viande devient déjà moins attractive à cause du changement de la société et de la nature même du travail, où on a un travail qui est moins physique, qui demande moins d'énergie musculaire. Ça, c'est une première raison. Une autre raison, c'est que la viande était un acquis social. On travaillait pour gagner son pain d'abord. Et puis pendant les 30 Glorieuses, c'était pour gagner son beefsteak et mettre du beurre dans les épinards, des produits animaux. Mais quand tout le monde mange de la viande en France, et là, il y a un phénomène très intéressant, et c'est pour la raison pour laquelle ce sont les CSP+, qui commencent à diminuer, enfin une des raisons, c'est parce que la viande n'est plus un signe de distinction sociale. Tout le monde mange de la viande. Donc la viande n'est plus un aliment qui me permet de me distinguer des autres. Et on sait que ça joue pour une fraction de la population. Donc c'est moins distinguant, si vous voulez, enfin je ne sais pas si on dit comme ça, de manger de la viande. Et puis, enfin, les CSP+, sont aussi des gens qui sont plus sensibles que les autres, du fait de leur niveau d'instruction, aux questions de santé, de prévention, et qui écoutent le discours des nutritionnistes qui, dès la fin des années 70, commencent à dire « Attention, vous les Français, à manger de la viande, vous développez davantage de maladies cardiovasculaires. » On parle surtout des maladies cardiovasculaires à l'époque, avec les acides gras saturés, etc., etc. Et donc ça imprime dans la tête de personnes qui ne sont pas les pauvres, qui sont, on va dire les riches pour caricaturer, mais qui sont, encore une fois, les CSP+. Et puis, donc, plus récemment,
on a vu évidemment une accélération du déclin de la viande pour les raisons qu'on vient d'évoquer, la cause animale, la prise de conscience de l'environnement, etc., etc. Et donc, pour terminer et récapituler, la viande rouge voit sa consommation diminuer depuis 40 ans, en s'accélérant ces dernières années. Et si on regarde la viande dans son ensemble, elle diminue depuis la fin des années 90, c'est-à-dire depuis 20 ans. Finalement, il n'y a guère que la viande de volaille qui arrive à se maintenir, à peu près, mais qui se maintient. Pourquoi? Parce que la volaille, on la mange dans la restauration, dans les cantines et dans les restaurants, où un poulet sur 3, si ça n'est pas plus d'ailleurs, vient évidemment pas de France, il vient d'ailleurs parce qu'il est moins cher. Hein, mais c'est la seule raison pour laquelle, sinon, en dehors de la volaille, toutes les autres viandes, voilà, bœuf, ça a commencé par le bœuf, le porc, etc., sont des viandes qui voient leur demande, leur consommation diminuer. Oui, j'entends ce que tu dis. Quand je suis arrivé en France il y a quelques années maintenant, j'ai été frappé par la manière dont sont nommés les plats. C'est d'abord par le nom de la viande. Moi, je viens d'une autre culture où c'est totalement l'inverse. Les plats sont nommés par les légumes et non par la viande. La viande, c'est un accompagnement, et ici, c'est totalement l'inverse. Donc, oui, je vais laisser la parole, mais ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire, ce qu'il faut voir, c'est ça, c'est que dans notre culture alimentaire française, qui est voilà, héritée de l'histoire et tout un tas de choses, la viande, on ne peut pas imaginer, et encore aujourd'hui, je pense, un repas sans viande. Oui, un repas quotidien, on l'a vu, il y a de plus en plus de flexitariens, mais quand même, pour une majorité des Français, un repas digne de ce nom reste encore, ça change, on vient de le dire, mais reste encore un repas avec de la viande. Si on va au restaurant, on va manger de la viande. Si on invite à la maison, on ne se sent pas de ne pas proposer de la viande. Moins dans les jeunes générations, évidemment. Mais c'est quand même quelque chose qui reste très important, cette place centrale de la viande. Et comme tu dis, le reste n'est que garniture et accompagnement. Sébastien, j'ai une question à te poser, dont j'ai regardé un peu tes vidéos, très intéressant. Je posais la question, le fait justement de proposer des produits comme la viande, est-ce que c'est quelque part de s'insérer dans cette culture européenne qui est une culture autour de la viande, mais on en propose sans la viande? Est-ce que ce n'est pas un moyen quelque part de se positionner? Mais absolument. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la majorité des gens qui viennent à choisir de changer leur alimentation ne sont pas des gens qui sont dégoûtés par l'aliment, mais plus par le concept et les faits. Donc, à un moment, ils vont choisir quelque chose qui leur fait plaisir, mais surtout qui est un référent culturel. Aujourd'hui, il est beaucoup plus simple d'aller acheter des nuggets végétaux au supermarché et de changer juste sa main de quelques centimètres, au lieu de prendre des nuggets de poulet, de prendre des nuggets à base de protéines de blé ou protéines de soja. Ça va se faire cuire de la même manière, c'est pas une prise de tête, c'est facile d'accès, c'est nutritionnellement intéressant. Le plaisir est très cousin, c'est même assez bluffant sur certaines marques où il y a des gens qui ont du mal à faire la différence. Et finalement, on reste soi-même, on évolue juste d'une autre manière. Et on peut aller assez loin dans tous les produits animaux. Aujourd'hui, on peut le constater. Et là, en tant que végane, j'ai tendance à dire merci les flexitariens. Aujourd'hui, dans n'importe quel hypermarché, on voit que les rayons d'alternatives végétales, que ce soit dans les produits laitiers, dans les simili-carnés, ou même des sauces qui sont labellisées véganes, alors qu'avant, ce n'était absolument pas le cas. Il y a une offre, une disponibilité, une accessibilité qui n'a jamais été aussi puissante depuis environ 4-5 ans. Il y a une progression énorme et ce n'est pas fini. Je peux vous dire qu'il y a énormément de grands groupes industriels qui rachètent des petites entreprises d'alternatives végétales pour pouvoir se positionner sur le marché et préparer l'avenir. Parce qu'ils savent que ça ne pourra pas durer, mais ils ne veulent pas disparaître. Moi, c'est ce que j'appelle le darwinisme économique, c'est s'adapter ou périr. Donc, ils savent. Et je le sais depuis assez longtemps, parce que j'ai déjà discuté à pas mal de chefs d'entreprise en agroalimentaire. Et ils ne sont pas à ignorer que ce n'est pas tenable de continuer à proposer de la viande en permanence, et même les produits laitiers. Ce n'est pas tenable, ils le savent. Donc ils préparent l'avenir, mais ils y vont doucement. Parce que la population n'est pas forcément prête, mais eux aussi, ils ont encore des choses à dire. Donc on est dans une période charnière, mais la direction est relativement claire. Alors quand je dis la direction, elle ne se fait pas à court terme. Hein. Maintenant, si on parle sur plusieurs décennies,
On sait à peu près où on va aller. Après, dans quelle radicalité, entre guillemets, je ne sais pas. Je ne suis pas devin. Mais aujourd'hui, tant sur la population, quelle que soit leur génération d'ailleurs, parce que moi, comme je disais, dans mes auditeurs et mes followers, j'ai des gens qui sont même des grands-parents et qui sont eux-mêmes véganes. Ils ont du mal à faire entendre à leurs enfants et leurs petits-enfants qu'ils sont véganes et qu'ils ne veulent plus travailler la viande. Donc comme quoi, c'est super intéressant de voir que ça touche toutes les couches de la population, principalement les jeunes, ça j'en suis absolument... D'après mes observations, c'est vrai. Des chiffres le montrent. Mais pas que. Alors après, ça dépend aussi, on ne l'a pas défini. Jeune, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, jeune? Est-ce que c'est un enfant de 8 ans jusqu'à 16 ans? Est-ce que c'est un jeune adulte? Parce que moi, c'est ça que je vois aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de prise de conscience d'enfants, 7, 8 ans, qui disent « Maman, je ne veux plus manger le poulet, parce que le poulet, je veux qu'il soit libre et qu'il court, je ne veux pas qu'il soit dans le four. » C'est assez touchant. Il y a une prise de conscience de plus en plus jeune que l'animal n'est pas un aliment, c'est un être vivant et sensible. Et ça, c'est assez inattendu, parce que ça ne vient pas des parents, ce n'est pas une transmission, c'est même pas une transmission qu'on a dans l'enseignement. C'est eux qui ont fait un constat. Alors bien sûr, ils l'ont entendu quelque part, ça ne sort pas de nulle part. Mais c'est ça, on n'a pas défini qu'est-ce que le jeune, pour nous, aujourd'hui, dans cette discussion. Alors moi, je vais faire simple. Hein. On est toujours le jeune de quelqu'un. Hein. Je suis bien d'accord. Donc on est tous jeunes et on est tous vieux. Ok. Donc oui, moi j'ai des jeunes qui vont jusqu'à 65 ans, je pense. Mais si je peux réagir rapidement là-dessus, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'on dit les jeunes ou la jeunesse, c'est même dans les questions. Mais ça n'existe pas plus qu'il n'existe aujourd'hui un Français moyen. Moi qui travaille, comme d'autres, sur la consommation alimentaire, on voit bien qu'on ne peut plus parler du consommateur au singulier. Il faut parler des consommateurs qui ont des attitudes, des styles d'alimentation de plus en plus diversifiés, éclatés. Et tu as raison, les jeunes, qu'est-ce que c'est? Même si on prend la catégorie des... Vous savez, on parle des millennials, mais c'est un concept purement marketing, ça n'a rien de sociologique. C'est un groupe qui est très hétérogène. On dit les millennials, c'est ceux qui sont nés, qui avaient entre 0 et 20 ans en l'an 2000. Alors, ils ont un peu vieilli, du coup, ils ont entre 21 et 41 ans. Alors, on va dire que c'est les 18-35 ans. Oui, mais vous avez parmi eux, effectivement, des jeunes qui vivent en centre-ville, dont les parents sont des CSP+, nos étudiants d'AgroParisTech, par exemple, c'est typiquement ça, qui vont se mobiliser pour le climat. Non, mais ce n'est pas tous les jeunes qui se mobilisent pour le climat. Les jeunes qui vivent en territoire rural, qui n'ont pas de boulot, qui sont isolés, les jeunes des cités, etc., etc. Ce n'est pas la même jeunesse. C'est juste ça. Donc c'est vraiment important de dire mais qu'est-ce qu'on met derrière ces catégories que l'on construit alors qu'il y a effectivement cet éclatement et qu'on va trouver des véganes, des végétariens dans toutes les classes d'âge, même s'il y en a plus chez, non pas les jeunes, mais chez certains jeunes aujourd'hui qui sont plus sensibles à ces questions-là. Si je peux compléter ce que tu dis, Eric, ce qui est complètement vrai. Je vais rajouter à ta description qui était plutôt horizontale, une réflexion plus verticale sur l'âge. C'est vrai que s'intéresser à la jeunesse et aux pratiques alimentaires ou pratiques tout court chez les jeunes, ça a aussi cet intérêt que à cet âge-là, en fait, autour de l'âge, même en dessous de 18 ans, on peut commencer au lycée, puis jusqu'à la trentaine, incluse. Il y a des étapes dans la vie qui ont lieu, des transitions en fait, qui vont impacter, qui vont être liées à des changements. Et donc qui vont modeler la personne, les individus que nous sommes, et potentiellement avoir des conséquences pour l'avenir. Par exemple, c'est vrai sur des questions purement physiologiques. Hein. Si on s'intéresse aux questions de l'obésité, on va souvent entendre parler de l'obésité infantile, qu'il faut absolument la prévenir et la traiter parce qu'un enfant qui est en surpoids obèse
a de grandes chances un jour de devenir un adulte qui est en surpoids obèse. C'est vrai aussi pour les comportements. Quand on est jeune, c'est là qu'on se construit en tant qu'individu, c'est là aussi qu'on devient autonome. Il y a ce passage on sort du cercle familial, on construit sa propre famille, on devient parent. Et à toutes ces étapes-là, il a été établi que ça va de pair avec des changements de vie, des changements d'habitudes, y compris des habitudes alimentaires. Donc ces passages-là, c'est important de les étudier et d'aider à ce moment-là les gens à s'orienter vers des directions qui plus tard soit préviendront des problèmes de santé, soit contribueront aussi à construire un avenir meilleur. N'ayons pas peur de ce mot. J'aimerais juste rebondir justement sur cette idée effectivement d'étape, parce que c'est très intéressant. Il y a une étape qui est simplement l'enfance. Comme je disais, il y a des enfants qui prennent une certaine conscience et qui ont un désir, mais qui n'est pas forcément satisfait par les parents. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne sont pas informés, parce qu'il n'y a pas forcément non plus les connaissances. Parce que cuisiner végétal, c'est parfois désapprendre et réapprendre. C'est pas aussi simple justement que prendre mes nuggets. On doit aller plus loin que ça, parce que ça reste quand même la solution de facilité. Mais j'ai eu plusieurs témoignages directs d'adolescents, tout simplement, qui aspirent à devenir vraiment véganes, qui ont un sentiment très fort d'appartenance à ce mouvement, mais qui ne le deviennent pas complètement, parce que c'est une vraie bataille à la maison, parce qu'il y a un vrai conflit interne au sein du foyer par rapport à leur rejet de l'alimentation, qui remet en cause pas mal de choses, parfois au niveau des parents, qui se demandent s'ils n'ont pas raté quelque chose dans leur éducation. C'est dans le cliché de la mère de famille qui se pose la question, dit « je ne nourris pas bien mes enfants, je les ai dégoûtés de la nourriture ». Il y a des choses comme ça qui reviennent, qui sont... Quand on ne l'a pas vécu, ça paraît bizarre, mais quand on l'entend, on se dit « ah ouais, je ne pensais pas que ça puisse exister », mais en fait, si. C'est un mot qui est toujours un peu polémique, mais on parle souvent un peu de végéphobie et de coming out végé, qui ne devrait pas être un terme utilisé parce que c'est vraiment pas adapté, mais l'idée est quand même là. En le sens où il y a des jeunes qui, du jour au lendemain, s'affirment comme végétariens ou véganes et qui subissent un vrai rejet parfois extrêmement violent au sein de la famille. Donc ils ne peuvent pas s'épanouir et avoir un choix individuel dans leur alimentation, aussi simple que ça. Donc, en conséquence, on arrive à cette étape de l'âge de l'indépendance où souvent on me dit « mais quand je partirai de chez mes parents, là c'est fini, je ne toucherai plus un morceau de viande ». Et ça sera une autre étape. Il y en a qui n'attendent que ça. Donc comme quoi, voilà, la jeunesse et les étapes, ça va dépendre aussi du contexte familial. Moi, dans mon expérience, quand j'ai dit que je ne voulais plus manger de viande, ça n'a pas surpris mes parents, mais j'avais 14 ans. Et là, on parle des années 80. Ils s'en doutaient, mais eux ils m'ont accompagné, et comme j'ai des parents qui sont pharmaciens, ils sont quand même plutôt carrés, ils ont acheté des bouquins de diététique, des bouquins de cuisine végétarienne absolument atroces, oui, à l'ancienne quoi, et ils ont dit maintenant voilà, on peut faire de la nourriture, c'est viable, c'est stable, aucun problème, tu peux faire ça, on te fera des plats pour toi, nous on mangera notre truc dans notre coin. Et ça s'est très bien passé, j'ai jamais eu de problème, j'ai pas subi tout ça. Mais aujourd'hui, de nos jours, ça existe. Et c'est même assez violent. Et je ne m'y attendais pas, personnellement. Marion, est-ce que justement le fait de travailler avec les plus jeunes ou dans le cadre de ton association, le fait d'éduquer quelque part les plus jeunes à moins de viande ne participe pas à cette prise de conscience et peut-être plus tard à une vulgarisation de cette nouvelle façon de faire, on a compris qu'elle était ancienne en même temps. On l'espère. Avec la loi Egalim en 2018, il y a un menu végétarien hebdomadaire maintenant dans les cantines scolaires. Donc un menu végétarien proposé à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment un but d'éducation alimentaire qui vise pas seulement les végétariens ou ceux de ce régime, qui se revendiquent de ce régime, mais qui vise vraiment à promouvoir cette alimentation auprès de tous. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, mais malheureusement, qui n'est pas forcément très bien accompagné, parce que les accompagnateurs, les enseignants n'ont pas les clés
les cuisiniers, ils n'ont pas les clés pour en parler avec les enfants. Et ça, c'est ce qu'on nous dit souvent, c'est qu'il manque cette sensibilisation de ces personnes-là qui ne sont pas au courant parce que tout est nouveau dans cette assiette. Et quand on donne une assiette avec des choses que l'enfant ne reconnaît pas, forcément, il va y avoir du rejet et de la peur, ce qui est normal. Et donc là, il y a un vrai enjeu d'accompagnement et d'éducation alimentaire. Ce côté-là. Puis je rebondis juste sur ce que disait Sébastien. C'est vrai que nous, on a aussi des parents, eux, ils font la démarche, donc ils ne sont pas dans le rejet de ce que dit l'enfant, mais c'est vrai qu'on a des parents qui sont désemparés parce que leur enfant a décidé d'être végétarien et que généralement, dans les cantines, ce n'est pas forcément bien accepté. Des fois, ils sont forcés de manger de la viande et les parents n'ont aucune solution autre que mettre leurs enfants à la cantine parce qu'ils travaillent, parce que d'un point de vue logistique, c'est pas possible. Et donc, c'est des parents qui font la démarche du coup de nous contacter, mais c'est vrai qu'on observe aussi que la prise de conscience peut venir de l'enfant à tout âge. Oui. Ça me fait juste penser là, ce que la discussion, c'est que bon, là on a vu les questions d'âge et d'étapes de la vie, hein, c'est évidemment important. On sait que beaucoup de gens changent leurs habitudes de jeunes. Quand ils se mettent, alors quand ils deviennent étudiants, c'est clair, ils accèdent à l'autonomie alimentaire, enfin ils quittent la maison, pas forcément étudiants, mais ils quittent la maison. Quand on se met en couple, et surtout l'arrivée du premier enfant, hein, on sait que c'est vraiment un moment où des gens, par exemple, vont se mettre à manger bio, alors qu'ils n'en avaient pas vraiment l'idée auparavant, mais parce que pour mon bébé, je veux lui donner ce que je pense être le mieux, puis du coup, évidemment, moi aussi, je change mon habitude alimentaire. Mais il y a aussi la dimension sociale. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la précarité alimentaire. J'étais aussi administrateur des épiceries solidaires et là j'ai fait des centaines d'enquêtes auprès des gens en situation. Et je me suis rendu compte que dans les familles pauvres, appelons-les comme ça, dans les familles pauvres, la viande, il ne faut pas y toucher parce que c'est vraiment l'aliment qui fait que je me sens encore un peu inclus dans la société. Vous voyez ? Alors il y a des raisons culturelles aussi, les gens viennent d'autres pays, mais la viande c'est vraiment important. Je suis une bonne mère. Je donne de la viande à mon mari, à mes enfants, au moins je peux faire ça. Alors ce n'est pas de la viande de qualité extraordinaire, ce n'est pas de la viande tous les jours forcément, mais il y a vraiment un attachement au sens premier du terme à la viande. Et là on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire comme un symbole quand même d'un certain statut social. Et donc c'est encore aujourd'hui plutôt, pas uniquement là encore, mais plutôt les gens qui ne sont pas dans la précarité, je ne dis pas les gens riches, mais les gens qui ne sont pas dans la précarité, qui vont plus facilement réduire leur consommation de viande ou dire c'est finalement pas l'aliment que je suis obligé de manger tous les jours, voire pas du tout. Donc il y a aussi cette fracturation de la société sur cette dimension-là. Olga, tu voulais intervenir ? Oui, je pensais justement, l'aspect social de la viande, c'est vraiment quelque chose de très fort. Ça me fait penser la discussion qu'il y a eu à cette étude qui est sortie récemment, il y a 2 ans, je crois, sur les raisons pour lesquelles les végétariens font des entorses à leur végétarisme. Donc c'était des sociologues qui ont pris une cohorte de végétariens et qui les ont interrogés sur c'est quoi la situation typique où vous allez manger de la viande, est-ce que ça vous arrive? Et la majorité des gens déjà ont répondu oui, ça m'arrive. Et les raisons principales citées, c'était des situations sociales où ils étaient conviés à un repas de famille, à une fête, à un repas dans un restaurant, et ils n'ont pas eu... En fait, ils ont mangé de la viande pour une question de conformité sociale, quoi. Donc, c'est une autre façon de dire notre société, bon, de toute façon, l'alimentation, c'est un fait social très, très puissant. Toutes les choses qui se passent autour d'une table et toute la symbolique de l'alimentation. On est à l'approche. En plus, maintenant, vu que les rues sont déjà décorées pour Noël, on sait tous que ça veut dire que bientôt, ce sera l'heure d'un grand repas de fête. Voilà, et la viande est encore au centre de bien de ces événements gastronomiques. Voilà.
je me posais la question finalement de l'accessibilité à ce moins de viande. Je ne pense pas seulement au niveau du coût, de l'argent. En vous écoutant tous, on est dans une société où c'est d'abord la viande et puis le reste. Et donc finalement, pour réduire la viande, c'est finalement pas si accessible que ça. Est-ce que c'est pas ce que j'entends en vous écoutant? Peut-être le sociologue va réagir. Oui, alors il y a l'accessibilité mentale. C'est-à-dire pour beaucoup de gens, ce qui leur vient à l'esprit, c'est quand même plutôt encore la viande. Moi, je me souviens d'une enquête, alors ce n'était pas auprès des jeunes, enfin un peu toute tranche d'âge, j'imagine, mais pas des enfants et adolescents. Il y a 4 ou 5 ans que l'INRAE aujourd'hui avait fait une enquête très simple, et ça m'avait plu par sa simplicité. Ils avaient demandé aux gens d'imaginer des menus très variés, c'est-à-dire un menu, un pique-nique avec des amis, un dimanche où il fait beau, un repas du soir à la maison, on est en famille avec les enfants, mais un jour de semaine, quotidien, un repas du dimanche, donc un peu plus élaboré, un repas dans un restaurant gastronomique, un déjeuner sur le pouce, etc. Et on avait dit aux gens, mais voilà des photos ou des images représentant des aliments, des légumes, des fruits, des produits laitiers, des légumes secs, de la viande, du poisson, et composez votre menu. Et ce qui était très frappant, c'est de voir que très majoritairement, la première carte que les gens choisissent, je vous laisse deviner, c'est la viande. Et autour de cette viande, ou de ce produit à base de viande, on va construire le menu. Donc c'est l'accessibilité mentale. À quoi je pense en premier quand on me parle de repas? À la viande, pour la majorité de la population, bien sûr. Et c'est ce que montrait cette enquête. Et donc, finalement, la question, c'est comment favoriser l'accessibilité à autre chose que la viande, puisque, parce qu'on peut dire la viande économiquement, ça reste, mais je parle globalement, évidemment, le premier poste de dépense dans le panier alimentaire des Français. Ce qui coûte le plus cher, c'est la viande. Très vite après, on va avoir les boissons, les sodas, les alcools, etc. Mais la viande, donc, financièrement, le fait de réduire la viande, ou de l'arrêter, mais simplement de la réduire, devrait permettre de faire des économies. Mais si après on va chercher des produits végétaux ou à base de végétaux transformés, enfin industriels et très coûteux, évidemment, ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc, il faut jouer plutôt sur l'accessibilité des substituts à la viande. Et comme tu as dit, Sébastien, aujourd'hui, c'est un peu plus facile quand même qu'il y a 5 ans, parce qu'on trouve des alternatives végétales à la viande. Et même, là, je vous donne un scoop, j'ai goûté hier de la viande cellulaire. C'était pour la première fois de ma vie, parce que c'est quand même pas très, très courant. Et donc, vous voyez ce que c'est, la viande cellulaire, c'est la viande de... on appelle ça viande. Moi, je pense qu'on ne devrait pas appeler ça viande parce que c'est autre chose. Mais c'est un produit que l'on fabrique en prélevant des cellules souches sur des bovins et en les cultivant dans des bioréacteurs. Et on fait quelque chose qui sont des fibres musculaires. Voilà. Donc, c'était une expérience tout à fait intéressante. Tout à l'heure, tu parlais du coût de la viande, mais je pense que c'est à prendre dans les deux bouts. Ouais. La viande noble est très chère. Mais en fait, les produits transformés les moins chers pour les étudiants à base de viande, de lasagne, etc., sont les moins chers en même temps. Il y a viande et viande. Là, je parlais globalement, le prix de la viande dans le panier alimentaire des Français. Mais vous trouvez des viandes, si on peut appeler ça des viandes, à des prix très, très bon marché, mais qui ne sont pas forcément de bonne qualité nutritionnelle. Donc là encore, quand on parle de viande, il y a viande et viande. Les modes d'élevage, tous les critères qu'on peut mettre derrière la viande. Mais pour dire, ça c'est intéressant, parce que Sébastien disait en commençant, mais finalement, et moi c'est ce que j'ai vu dans mes observations, les végétariens ou les véganes, s'ils ne mangent pas de viande, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas le goût de la viande, même au contraire, parce qu'ils n'ont pas toujours été végétariens ou véganes. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre qu'il y a une recherche de substituts à la viande qui peut évidemment surprendre les non-végétariens, mais c'est simplement pour retrouver une texture, une saveur qui plaît, quoi. Et d'ailleurs, pour rebondir sur la viande cellulaire, alors moi, dans le côté vraiment végétal, j'ai eu l'occasion cette semaine de goûter les fameux Impossible Burger, qui est un substitut de viande hachée, style type bœuf haché, qui est saignant. C'est-à-dire que c'est vraiment de la food tech californienne à la base, et ils ont travaillé sur de l'hémoglobine végétale pour réussir à avoir un goût assez proche du sang,
en bouche, et la réaction à la cuisson. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir une viande végétale qui est techniquement cuisinable comme une viande. On va pouvoir même contrôler son degré de cuisson, à même faire des viandes rosées et saignantes. C'est assez bluffant, c'en est même, pour moi, assez perturbant. Comme je le disais dans une vidéo, je serais chez un restaurateur qui propose un burger vegan avec du Impossible Food à l'intérieur. Je ne sais pas si j'aurais confiance parce que je n'aurais aucun moyen technique, visuel, olfactif et gustatif de dire ceci n'est pas de la viande. Et là, on touche à quelque chose qui est peut-être absolument génial dans l'idée de remplacer la viande pour des gens qui ne veulent pas forcément renoncer à certains plaisirs. Mais pour ceux qui, justement, ont plutôt un rejet des simili-carnés, c'est extrêmement perturbant. Mais par contre, c'est très réussi. Très, très réussi. Donc ça progresse, et c'est que le début. Hein. Oui, ça me rappelle une anecdote qu'une amie m'a racontée, une amie végétarienne, je ne pense pas que c'était la même marque, mais certainement Beyond Meat. Un gros doute. Beyond Meat, c'était la grosse hype des 2 dernières années. Elle a eu un gros doute en mangeant son burger végétarien. Mais je voulais aussi amener... en fait, voilà, il y a le blocage mental à l'idée de « mais si je ne mange pas de viande, qu'est-ce que je vais manger ?» Mais il y a aussi l'étape comment je peux m'y prendre pour me faire un repas végétarien. En théorie, ok, je sais que c'est possible, mais maintenant, comment je fais, avec quels ingrédients, avec quelles techniques? Et ça, en fait, c'est aussi un gros frein pour les consommateurs, et aussi pour les professionnels. Je vois Marion qui prend son micro, et je pense que c'est celle qui sera plus à même que moi d'en parler, mais les équipes de restauration dans des restaurants collectifs, par exemple, sont parfois désemparés aussi. Enfin, je connais notamment le cas des Crous. Donc, il se trouve que les Crous en France ont une vraie politique de végétalisation, et notamment maintenant, ils ne sont pas au niveau un repas hebdomadaire, ils sont au niveau un repas, une alimentation végétarienne, enfin une option végétarienne par jour. Certains font aussi lundi vert, donc pas de viande lundi. Selon le restaurant, ça peut se passer très différemment, selon que le cuistot selon que le chef soit sensibilisé, intéressé ou pas. Ça peut être très bon comme moins bon, mais peut-être que tu peux compléter. Exactement, il y a la formation des cuisiniers qui est très importante et qui est encore peu développé malheureusement. Et il y a aussi l'approvisionnement, c'est ce que nous disent les cuisiniers, c'est qu'ils ne savent pas trop où s'approvisionner pour créer leur repas végétarien. Et puis dans le cas d'options végétariennes, généralement ce qui va être fait, parce que c'est plus facile, c'est de remplacer juste la partie viande et de garder la partie garniture, du coup de chercher une espèce de substitut. Et là aussi c'est compliqué quand on n'a pas les savoir-faire, quand on ne sait pas... Donc oui, c'est complètement un enjeu sur lequel on essaie de travailler. Mais oui, c'est vrai que la question de l'approvisionnement est centrale également. Vu que par exemple, les Crous eux, ils sont contraints en fait, ils ne peuvent pas aller faire leurs courses au marché pour le repas de midi. Ils passent par des centrales d'achat et donc ils sont limités. Par exemple. Ils sont, par exemple pour les légumineuses, qui sont quand même un aliment qui est très intéressant, notamment pour des questions de nutrition protéique végétarien. Les légumineuses aujourd'hui en France sont un peu méprisées. C'est la fameuse viande du pauvre. Mais et c'est un aliment qui peut paraître un peu ennuyeux, quoi. Manger des lentilles, bon. Or, ça peut être très varié. Il y a des variétés qui existent, mais qui sont moins connues. Et donc, pour une restauration collective, accéder à ces denrées-là, c'est plus difficile. Et donc, c'est difficile de les proposer aux consommateurs qui pourraient peut-être être intéressés et aimer les goûts. Je rebondis sur ce problème de la formation des professionnels. C'est qu'aujourd'hui, en lycée hôtelier, dans les écoles de cuisine, il n'y a pas de formation spécifique sur le travail de la protéine végétale.
Ce sont parfois des modules très optionnels, assez rares, qui ne sont pas dans un cursus obligatoire, ce qui fait que quelqu'un qui sort avec un CAP cuisine ne sera pas forcément à même de comprendre comment on fait du seitan maison, du tofu, utiliser des protéines de soja texturées, toutes ces bases de protéines qui remplacent facilement la viande, qui sont très faciles à intégrer dans des repas et dans la confection de plats très traditionnels. Ce n'est pas enseigné, ce n'est pas du tout enseigné. Donc, on est toujours sur la bonne volonté d'un cuisinier, d'un professionnel qui se dit « je sens qu'il faudrait faire quelque chose, j'ai de la demande, je suis incapable d'y répondre ». Et moi, je le vois par mon métier, puisque je suis aussi consultant pour des restaurateurs. Et les gens avec qui je travaille sont des gens qui ont une formation traditionnelle et qui ne connaissent absolument pas ces produits. Absolument pas. Ils n'ont même parfois jamais entendu parler. Et quand je commence à arriver avec mes trucs et je leur dis maintenant on va faire ça, comme ça, ils disent waouh, tu m'as ouvert tout un pan de cuisine que j'imaginais pas possible et qui est super intéressant et que j'avais tendance à mépriser par mes connaissances justement, et qu'aujourd'hui c'est possible et je vais pouvoir m'amuser avec et faire une vraie proposition intéressante pour mes clients, voire aller un peu plus loin. Et c'est chouette, mais il y a besoin de cet accompagnement parce que tout professionnel a envie de satisfaire la demande. Si la demande est croissante et qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir une offre intéressante et qu'on se retrouve avec la sempiternelle assiette de garniture avec des frites, de la salade et un peu de ratatouille, c'est pas un endroit, c'est pas un restaurant où on va retourner. Et donc on ne va pas pouvoir fidéliser et on va pouvoir créer une demande pérenne et donner un accès plus spontané à la curiosité de ceux qui voudraient simplement se dire tiens, ce plat a l'air sympa, il n'y a pas de viande, bah, qu'importe, j'en mange. Et ça, c'est encore un problème. Et dans l'autre pan, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des établissements strictement végétariens et végétaliens sont montés par des gens qui sont complètement autodidactes, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas la méthodologie, et même s'ils peuvent avoir un petit talent, il faut le reconnaître, il y a des gens qui sont incroyables, ils n'ont pas tout le professionnalisme et parfois ça pêche dans le détail. Donc aujourd'hui, avoir de la gastronomie végétale, ça existe, mais c'est hyper rare. Donc c'est ce côté du plaisir de la table, de la créativité, de l'innovation, elle est possible. D'ailleurs, on le voit bien dans tous les concours culinaires en ce moment. Le végétal est vraiment mis à l'honneur. Hein. Quand on a des concours de pâtisserie, maintenant, des épreuves sur le 100% végétal, je ne pensais pas voir ça un jour de mon vivant. Et pourtant, on y est. Et on avance toujours sur ce sujet, doucement, sans brusquer, mais on est obligé de confronter des professionnels à se casser la tête, à utiliser de nouveaux ingrédients, de nouveaux produits, pour sortir de leur confort et proposer quelque chose en adéquation avec la demande. Mais il faut que la demande et l'offre se rencontrent. Et ça, c'est un autre problème. Et quand on fait des formations et quand les cuisiniers commencent à maîtriser ces savoir-faire, après on a des super retours, ils se sentent vraiment valorisés dans leur métier et ça se ressent auprès des convives qui sont généralement très satisfaits. Donc c'est vraiment un cercle vertueux et c'est là qu'il y a un manque et c'est là qu'on essaye d'agir aussi. L'heure tourne. Il y a peut-être des questions dans la salle. Je crois que les micros sont en train de bouger. Alors, il y a une autre question ici. Hein. Peut-être un micro par ici. Il y a la première question là-haut. On vous écoute. Hein. Oui, bonjour à tous. J'avais une première question et un peu une réaction aussi en même temps. On parlait justement des viandes un peu, ou du moins des simili carnés. Quel aussi est le réel impact et le réel intérêt, j'ai aussi envie de dire, peut-être le substitut est là, certes, mais de la démarche globale, vous parliez de démarche justement plus globale que ça, quel est le réel intérêt de faire du simili carné dans la mesure où on a par exemple Beyond Meat qui importe depuis les États-Unis, ou là maintenant c'est depuis les Pays-Bas apparemment qu'il y a des productions, ces substituts-là, alors que on a tout un pan végétal qui est simplement des légumes, dont on a parlé ce matin de culture locale, de variétés anciennes, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu, j'ai envie d'employer le terme, on se fourvoie un peu en essayant de faire des simili carnés, alors que l'on a du végétal déjà dans nos terroirs qui ne sont pas extrêmement bien utilisés encore aujourd'hui. Est-ce qu'on va pas trop vite? Est-ce qu'il y a un réel intérêt aussi à faire ça? Voilà, c'était ma réaction et pour avoir aussi vos lumières.
Peut-être une réponse de Sébastien ou de Eric. Oui, alors je suis d'accord sur le fond. Le végétal en soi se suffit et pour reprendre l'histoire de la viande de culture, c'est vrai que pour moi c'est quelque part un peu une aberration, une perte de temps, une perte d'argent parce qu'on a déjà la solution de remplacement de protéines qui est là à disposition et qui n'a pas besoin de perdre autant de temps et investir autant d'argent dans quelque chose qui ne sera pas forcément accepté par la société d'ailleurs. C'est clair. Je ne suis pas certain que la population, même si le prix est accessible, acceptera de manger de la viande cellulaire, sachant que ce n'est pas naturel et qu'aujourd'hui, la population générale a tendance à considérer un steak de tofu comme un truc chimique. Voilà. Bon. Donc aujourd'hui, on est obligé, je pense, de passer par ces simili-carnés parce qu'ils sont pratiques, ils sont faciles d'accès, ils sont assez économiques selon les marques, parce que ce n'est pas plus cher que la viande, c'est à peu près les mêmes prix, j'ai fait des relevés, c'est soit en dessous, soit au même prix. Beyond Meat, par exemple, c'était pour des végétariens de longue date des prix absolument faramineux, parce que c'est 2 fois plus cher qu'une galette de tofu, mais pour des gens qui mangent de la viande, c'était le même prix que le steak haché d'à côté. Donc finalement, ça ne changeait pas grand-chose. Mais on a besoin de ça pour rassurer les gens sur le fait que, oui, on n'a pas besoin de renoncer à notre culture. J'insiste vraiment là-dessus. Quand on a un patrimoine culturel qui est lié à certains goûts, certains plats, je ne suis pas sûr qu'on ait envie de tout changer, de tout réinventer en même temps. Aujourd'hui, je me fais de l'auto-promo vite fait. J'ai fait un livre qui s'appelle « À la française » où je revisite toutes les recettes de terroir, de tradition française, la gastronomie française. Donc c'est du cassoulet, c'est du pot-au-feu, c'est du bourguignon, c'est de la blanquette, c'est de la choucroute. Quel Français a envie de renoncer à tout ça? Pas moi. Pas moi. Pourtant, ça fait 28 ans que je n'ai pas mangé un morceau de viande. Pourquoi je ne veux pas renoncer à ça? Parce que ça fait partie de mon ADN. C'est un patrimoine que je chéris. Ce que je ne chéris pas, c'est l'impact de la consommation de produits animaux, tant pour les animaux eux-mêmes que pour la planète ou que pour ma santé personnelle. Quoi qu'il y a beaucoup à dire sur la santé, mais c'est encore autre chose. Aujourd'hui, accompagner les gens à changer simplement leur alimentation sans perdre leurs repères, c'est les libérer d'une charge mentale. Aujourd'hui, si on reprend toujours ce français moyen qui n'existe pas vraiment, la fameuse ménagère qui fait ses courses qui n'existe plus vraiment, mais je pense qu'on comprend tous de quoi on parle. Aujourd'hui, quand on va faire ses courses, on n'a pas le temps de se prendre la tête 30 ans sur l'élaboration des menus, il faut aller assez vite. C'est triste, c'est regrettable. Le mode slow life serait tellement plus apaisant pour tout le monde, mais on n'en est pas encore là. Il y a un besoin, il y a une envie, mais on n'en est pas là. Donc aujourd'hui, il faut s'adapter à un marché, et ce marché, il est rapide. Donc, il faut simplement aider les gens à se dire, vous pouvez changer de paradigme sans changer vos habitudes, sans vous prendre la tête, sans que ça devienne une charge mentale. On y viendra. On y viendra, je pense, à retrouver l'essentiel. Mais ce sont des phases. La cuisine n'est faite que de phases. Au niveau de l'histoire, on adopte des ingrédients qui deviennent quelque chose, qui s'intègrent ou qui est abandonné. Aujourd'hui, on s'émerveille sur des légumes anciens parce qu'on a des carottes violettes. Mais c'est normal, une carotte violette. C'est juste que la normalisation a fait que la carotte, c'est orange pour tout le monde. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Mais là, aujourd'hui, on redécouvre des légumes soi-disant anciens. Mais ils ont toujours été là. Ils n'ont simplement pas été distribués aux bons endroits à la majorité des gens. Donc je pense qu'on va y revenir à ces produits régionaux, ce savoir-faire, ces légumineuses, tous ces végétaux qui sont déjà dans le terroir et qui n'ont pas besoin, parce qu'il n'y a aucun besoin d'acheter des simili-carnés aujourd'hui pour être un végétarien ou végétalien en bonne santé. L'équilibre alimentaire avec les légumineuses, bien combiné, ça fonctionne très bien, il n'y a aucun problème. Les Indiens nous l'ont prouvé. Hein. Ça, on est sur l'alimentation millénaire. En Inde, le simili-carné, ça n'existe pas. Ça existe maintenant, mais à la base, ça n'existe pas. Donc, je pense qu'on y reviendra. Mais aujourd'hui, il faut accepter cette transition comme un point pratique. Bien sûr, ce n'est que mon opinion. Alors, je vois que... Non, moi je souscris bien à ce qui a été dit. Je crois qu'il faut vraiment, plutôt que
Enfin, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Sébastien, moi je suis d'accord avec ça, et que tout l'enjeu, c'est de promouvoir une culture du végétal qui s'insère dans notre culture gastronomique, évidemment, en accompagnant les gens, parce qu'effectivement, ce n'est pas évident de dire aux gens, mangez des légumineuses, les gens disent ok, mais la réalité c'est que ça ne décolle pas. Donc il y a vraiment un accompagnement pas à pas vers une cuisine ou une alimentation moins carnée, moins riche en produits carnés, plus riche en produits végétaux, mais ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique parce qu'on a encore une fois, on est tellement ancré dans cette idée que la viande c'est pratique, c'est facile, ça fait partie de notre culture, etc., qu'on en oublie que finalement, jusqu'à une époque très récente, il n'y avait pas grand monde en France qui mangeait de la viande. Enfin, il y avait des classes très très supérieures de la société. Mais c'est tout un travail effectivement à faire autour du végétal et rendre approprié, ce que disait Sébastien, à nos modes de vie. La vie aujourd'hui, c'est quand même la vie au pas de course. On passe de moins en moins de temps à faire la cuisine, d'une manière générale, même on a dit oui, pendant le confinement, c'est vrai, pendant le confinement, les gens ils se sont mis à faire la cuisine, mais parce qu'ils étaient confinés. Et puis après, on reprend les bonnes vieilles habitudes, et puis on a envie de faire autre chose, il y a la civilisation des loisirs, etc., etc. Il faut juste tenir compte de ça. On va pas revenir à autrefois. C'est comme quand on fait la promotion de l'alimentation méditerranéenne. Je dis oui, c'est génial, sauf que faire une véritable alimentation méditerranéenne traditionnelle, c'est y passer un temps fou. Donc il faut adapter, prendre ce qu'il y a de bon dans cette alimentation qui n'exclut pas la viande, mais qui privilégie le végétal, mais en l'adaptant à nos modes de vie, à nos rythmes de vie, qui sont des rythmes de ville. Aujourd'hui, 80% des Français vivent en ville avec des rythmes qui laissent pas toujours beaucoup de temps pour cuisiner. Mais après, on peut aussi expliquer qu'on peut passer quand même 10 minutes, un quart d'heure pour faire une soupe de légumes. Ça prend pas beaucoup plus de temps. Et on peut même la manger le lendemain et le surlendemain si elle est bonne. J'ai jamais réussi à faire une soupe de légumes en 15 minutes. Je dois plus prendre mal. Ouais, c'est donc ça, l'ingrédient magique. Mais pour juste rapporter une petite pierre à l'édifice, en fait, cette critique qui vient d'être émise, en fait, ça fait partie des points d'achoppement qui font qu'il y a un débat, par exemple, entre les véganes et les non-véganes. Parce que l'une des critiques qui est émise contre l'alimentation 100% végétale, c'est le fait que ça apporte on reste sur une agriculture intensive, avec des produits ultra transformés qui sont quand même aujourd'hui vivement critiqués. Mais je voulais aussi, en fait, élargir ce point-là. En fait, finalement, le végétarisme, la diminution de la consommation de viande aujourd'hui, si on en parle, c'est pas parce que tout d'un coup on a découvert que la viande était mauvaise, c'est parce que ça s'inscrit dans un cadre plus large qui est celui de l'alimentation durable. Et l'alimentation durable, c'est pas que le fait de pas manger de viande. D'ailleurs, l'alimentation durable est multidimensionnelle et les dimensions incluent la santé, l'accessibilité économique et aussi l'écologie et la durabilité, la durabilité économique des systèmes. Donc, enlever la viande de l'alimentation ne va pas forcément la rendre durable. Et je pense qu'on a encore du travail à faire pour aller vers cet objectif-là. Alors, pas en tant qu'individu, mais en tant que société. Merci. Je pense qu'il y a une question. Bonsoir, Adeline Boudigou, je suis professeure de cuisine et je vais revenir sur ce que vous disiez, Sébastien, sur le fait que quand on sort de CAP, on ne sait pas cuisiner le végétal. Mais juste une petite question, en fait, on a des référentiels et on est obligé de s'y tenir. Il faudrait voir justement un petit peu au-dessus, parce que sincèrement, moi, je cuisine beaucoup de végétal. J'aimerais bien l'apprendre à mes élèves, mais comment je fais ? Je suis tellement d'accord. J'ai rien à te dire. Je suis d'accord, je sais où est le problème. On le sait tous. Il y a des référentiels, oui.
Mais le problème est qu'en France, on est très, très en retard sur la question de l'alimentation végétale à tous les niveaux décisionnels. Aujourd'hui, quand vous voyez les brochures du ministère de la Santé qui s'adresse aux parents pour l'alimentation des enfants, quand on dit que le végétarisme est possible à condition de bien être encadré, mais que le végétalisme est à exclure parce que c'est dangereux, ça, on connaît un mec avec une mèche blonde qui aura dit fake news. C'est faux. C'est scientifiquement faux. Enfin, donc, un ministère de la Santé qui produit des informations fausses, c'est un problème. Si l'éducation nationale ne prend pas des décisions pour aller dans le sens des connaissances actuelles, pour les inculquer, c'est un problème. C'est manquer à sa mission. Mais c'est lent. C'est lent. Donc ça viendra. Mais je ne reproche rien à la personne qui, dans les enseignants, dans les écoles hôtelières. Hein. Je dis simplement, le constat, il est là, c'est que ni dans les écoles hôtelières, il y a un accompagnement sur la protéine végétale, ni dans les facs de médecine, on apprend à s'occuper d'un patient végétalien pour lui donner les bases en France. Aujourd'hui, si vous êtes végétalien, vous allez voir un médecin généraliste, il va être en panique à vous dire c'est pas possible. Pas tous, mais majoritairement. Majoritairement, on ne va pas vous dire vous devez vous suppléer en vitamine B12. Pourtant, c'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Vous prenez un cachet de vitamine B12 et c'est bon, vous êtes végétalien à vie sans aucun problème, si vous avez une alimentation équilibrée. Ça, c'est pas transmis et ce n'est pas inclus ni dans les formations nutritionnistes, diététiciens et médecins. Toujours pas. Mais donc, il y a un temps de retard. Il y a un temps de retard. Si je peux ajouter une petite chose, nous on s'est battus sur ça, sur la loi climat, parce qu'il proposait justement de faire avancer les référentiels de nutrition dans les formations de cuisine. Bon, la loi climat, on n'a pas obtenu beaucoup de victoires, mais on a obtenu peut-être une petite lueur d'espoir où normalement les référentiels vont devoir inclure les enjeux en termes environnementaux et de santé des protéines végétales. À voir ce que ça donne, mais peut-être que c'est un début de changement. Merci. Je crois qu'il y a des questions. Excusez-moi, c'est Kylian. Normalement, je ne prends jamais la parole. Mais pour une fois, je vais me permettre, cher Sébastien, je regrette que Michel Lunier, l'inspecteur général, ne soit plus dans la pièce. Je suis d'accord, les référentiels ont certainement besoin d'évoluer, et toutes les réformes sont là pour le faire. Mais malgré tout, il n'y a pas que les référentiels, il y a aussi toutes les actions menées indirectement par les enseignants ou des acteurs qui leur proposent des partenariats. Et je vous rappelle, Sébastien, que ce midi, vous avez été servi par des élèves de lycées hôteliers, de centres de formation d'apprentis et de compagnonnage autour d'un repas végétal. Et je crois que vous avoir vu piocher sur les buffets. Donc, comme quoi, il y a bien des expériences que vous vivez aussi dans un domaine contraire à ce que vous évoquez. Mais je suis d'accord, et d'ailleurs, c'était vraiment formidable. Ils ont fait un super travail et je me suis régalé. Je suis d'accord, il y a des expériences, il y a des initiatives individuelles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça veut dire que chaque cuisinier diplômé qui sort d'une école ne part pas avec les mêmes connaissances, alors que c'est la base d'un référentiel. La base d'un référentiel, c'est que tout le monde part avec les mêmes armes et a une connaissance commune. Yes, je le démonte. Le truc, c'est qu'on doit avancer sur ce sujet, et je sais qu'il y a une très bonne volonté, et de la part des enseignants, et de la part des élèves. J'incrimine vraiment pas les personnes. C'est juste que tant que ce n'est pas à un niveau plus haut décidé de l'inscrire en dur dans les référentiels, on n'avancera pas sur la question. Donc, on aura toujours un temps de retard. Et toutes les initiatives individuelles, comme je l'ai eu aujourd'hui de manière vraiment superbe, sont bonnes et prouvent que c'est possible. Donc, on va dans le bon sens quand même. Mais ça reste individuel et marginal. Alors, il y a encore deux questions. Allez-y. Alors, bonsoir, je me présente, je suis enseignant et pas du tout dans la filière hôtelière ni agronomie, juste de SVT. Et j'allais rebondir sur 3 points. Un point où vous aviez évoqué des adolescents qui évoquaient le fait qu'ils voulaient devenir végétaliens ou végétariens. Et j'ai l'impression qu'ils annonçaient à leur famille qui partaient dans un autre pays, ou bref, la réaction est peut-être surréaliste, mais dans mon entourage, j'ai l'impression que ça se vit
doucement et paisiblement qu'un affront de la famille, demain je mange plus de viande. Voilà, c'est peut-être... moi, dans mon entourage, j'ai l'impression que c'est moins radical. Ensuite, en parlant de tout ce qui est substituts, les faux steaks, les nuggets et tout ça, l'appellation, elle est trompeuse et elle prête à confusion même le consommateur. J'allais prendre l'exemple du repas de midi. Il y avait écrit, comment ça s'appelle, pâté en croûte. J'ai même pas lu la suite. J'ai vu pâté en croûte, j'ai dit c'est pas pour moi. Et au final, après j'ai lu la suite et j'ai mangé le plat et tous les plats étaient très bons et étaient véganes et végétariens. Et en fait, pourquoi aller essayer de cibler? Certes, c'est pour faciliter la consommation pour le consommateur, mais j'ai l'impression qu'on s'éloigne parce qu'on veut mimer et imiter quelque chose. Et l'imitation, il y a forcément, elle est soumise à la comparaison. Et alors qu'on peut valoriser un ingrédient, on peut valoriser un ingrédient, un plat de lentilles, un plat de tofu, en le présentant et de manière noble. En voulant imiter, j'ai l'impression qu'on diminue la plus-value de ce plat. Comment ? On diminue la crédibilité parce qu'on a l'impression qu'on court après quelque chose, alors qu'il suffit de le présenter et les gens... après, les consommateurs font leur choix. Après, pour tout ce qui est éducation nationale, je suis enseignant, on n'a pas la décision de dire de promouvoir telle action ou telle action. On se base sur des faits et nos programmes et présenter l'empreinte carbone de telle culture ou de l'élevage intensif. Mais c'est une réflexion que les élèves mènent, mais on n'a en aucun cas le droit de promouvoir tel ou tel type d'alimentation. Et après, dans l'alimentation, les dents, le tube digestif qu'on a, dans l'historique, on est quand même... on a le tube digestif et les dents qui font qu'on est omnivore. Après, sans aller creuser et tout ça, je sais qu'on peut aller être vegan tout à fait, mais physiologiquement et la forme de nos dents, on n'a pas du tout les dents d'un herbivore, on n'a pas du tout les dents... Et le symbiote et tout ça. Donc le raisonnement n'est pas aussi simple au niveau de l'éducation nationale, j'ai l'impression. Je ne porte pas garant de ça, mais nous, on ne peut pas enseigner des choses qu'on n'a pas dans nos programmes. Merci. Olga, tu voulais réagir? Oui, on va essayer de faire des réactions rapides parce qu'il y a encore une question et l'heure tourne. Il ne faut pas que Eric manque son train. Oui, et je prends le même. Ah bah oui, donc... Oui, c'était le second point qui m'avait interpellé. Oui, sur les plats qui se présentent en tant que plats carnés, alors, enfin, sous des noms de plats typiquement associés à des plats carnés alors qu'ils sont végétariens. C'est un sujet très intéressant de comment est-ce qu'on promeut des plats végétariens et même des nouveaux ingrédients tout court. J'ai un peu travaillé sur les attentes que les consommateurs forment avant de goûter à un aliment et puis quel est l'effet de la... qu'est-ce qui se passe dans les cas où finalement l'aliment ne tient pas les promesses et en fait dans la plupart des cas si c'est bien fait, dans la plupart des cas le consommateur va plutôt accepter ce qu'il goûte. Par exemple, si je donne un exemple, plus proche de mes origines, la réduction de sucre. Le sucre qui est décrié aujourd'hui, on mange trop de sucre et donc les industriels se posent la question de reformuler leurs ingrédients pour les rendre moins riches en sucre. Mais ils ont un autre dilemme, c'est de faire en sorte que les gens trouvent ça bon et achètent. Or, il a été démontré que si on dit voilà, le gâteau que vous allez manger, on a mis 20% moins de sucre,
Les gens vont le noter et dire « Ah oui, c'est vrai que c'est moins sucré » et même au moment de l'achat, vont se dire « Ah bah, je ne vais pas prendre ce truc qui a moins 20% de sucre parce qu'il ne va pas être bon, je vais prendre le produit normal ». Et du coup, en fait, certains industriels font la reformulation et ne communiquent pas dessus, justement parce qu'ils ne veulent pas que les consommateurs se créent une attente de moins sucré, donc moins bon, donc je ne vais pas l'acheter. Et ça marche plutôt bien. En revanche, il y a aussi des cas où ça pose souci. Et ça, c'est une expérience très intéressante sur la glace au saumon. Qui était servie aux gens, soit en indiquant bien que c'était une glace salée, enfin une glace au poisson, soit en l'appelant glace tout court. Et là, les gens qui pensaient qu'ils allaient manger de la glace, ils étaient très déçus. Donc, et ils n'ont pas du tout aimé, alors que les gens qui ont mangé la glace en sachant que c'était une crème, quelque chose à base de poisson, était plutôt, le goût leur a plutôt plu. Donc, le positionnement, je pense que comme on a dit, ici, si l'idée est d'amener des gens qui n'ont pas forcément envie d'être végétariens, de devenir végétariens demain, à une alimentation plus végétalisée, c'est peut-être une bonne, stratégie que de créer des aliments qui ont une apparence, des noms rassurants, familiers. Après, j'entends tout à fait que des gens qui sont déjà végétariens, végétaliens, n'aient pas envie d'être associés à ce type d'aliments. D'ailleurs, il y a eu une autre expérience faite par des industriels qui produisent des simili-viandes aux Pays-Bas, qui, en travaillant avec des distributeurs, donc des supermarchés, ont essayé de voir qu'est-ce qui marche mieux en termes de vente. D'une part, ils ont testé, dans certains supermarchés, ils ont mis leur simili-viande avec la viande, en disant, voilà, comme ça, les gens, ils ont qu'à tendre la main et puis ils vont prendre leur steak de soja plutôt qu'un steak de viande. Et dans un autre cas, mettre les simili-viandes dans un rayon séparé, végétarien. Et en fait, ce qui a marché mieux, c'était le deuxième cas, quand les simili-viandes étaient séparées des produits carnés, parce que les gens, finalement, ceux qui les achètent sont surtout des végétariens, et les végétariens préfèrent avoir leur rayon, peut-être pas tous, hein. Dans ce cas-là, les consommateurs avaient majoritairement préféré en fait, aller chercher dans le rayon végétarien leur viande. Voilà. Oui, juste en deux mots. Non-viande. Moi, je crois que c'est important, cette question de dénomination. Pour moi, ça n'a vraiment aucun sens d'appeler viande, quand on parle de viande cellulaire ou de viande de culture ou de nuggets végétaux. Ce n'est pas de la viande. Appelons-le autrement, avec un nom commercial, etc. Et faisons valoir leur richesse en protéines, tout ce qu'on veut, mais ne donnons pas le nom de viande. Ne donnons pas le nom de lait à du lait de soja, à du lait d'amande, etc., qui n'ont rien à voir avec le lait. On a même vu, dans certains cas, des parents, en toute bonne foi, donner à leurs nourrissons ces laits qui n'en sont pas, ces breuvages qui n'ont du lait finalement que le nom et la couleur, mais qui, du point de vue nutritionnel, n'ont rien à voir. Donc il ne faut vraiment pas créer de la confusion. Il faut que les gens ils savent ce qu'ils mangent, ça c'est extrêmement important, mais quand on commence à utiliser des termes qui désignent des choses mais qui ne correspondent pas à la réalité, moi, je trouve ça vraiment embêtant. C'est pas loyal. Moi, pour le dire, hier, j'étais avec les dirigeants de Aleph Farms, un acteur majeur de la viande cellulaire. Moi, ils feront ce qu'ils voudront, mais moi, je leur ai dit, écoutez, là, vous devriez vraiment pas appeler ça viande. Appelez ça autrement. Trouvez un nom commercial, vendeur, marketing, ce que vous voulez, mais ne parlez pas de viande parce que ça n'est pas de la viande, ce que vous faites. Merci, Eric. Je crois qu'il y a plein de questions partout. Alors, je maîtrise une question ici. Oui, bonjour. Une question qui est plutôt une réaction un petit peu en décalage, puisque Kylian est intervenu avant. Karine Villard, inspectrice au sein de l'éducation nationale. Simplement pour rappeler que les référentiels de l'éducation nationale ne sont que des référentiels de certification. Et qu'on travaille donc bien évidemment sur l'acquisition de compétences professionnelles, c'est l'objectif d'un référentiel, et qu'en aucun cas on ne cible un support, un produit finalement plutôt qu'un autre. On travaille bien la compétence,
C'est bien ça l'objectif. Et après, le support, qu'il s'agisse de viande ou bien d'un végétal, ma foi, liberté à l'enseignant de faire ses choix. Mais c'est la compétence qui est par contre bien cadrée et qui vit pour un certain nombre d'années. Mais heureusement, on laisse à chacun le soin aussi de faire évoluer sa pratique pour coller au plus près finalement des évolutions également. Mais vous aurez l'occasion d'en parler ce soir, visiblement. Merci. Oui, une question ? Bonjour. Donc, je fais partie des 20% habitants la campagne et je vois que certains n'aiment pas les produits carnés, ça se respecte. Je reviens sur les légumes. Pour amender un champ, on y met du fumier animal. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ou un dilemme là-dessus ? Je peux peut-être... je pense que... déjà, quand on parle de la manière dont on fait pousser les productions agricoles, on touche la question du système de production. Et c'est vrai que là, lors de cette table ronde, on a surtout parlé des régimes individuels. Donc, évidemment qu'on peut se poser la question de la compatibilité entre de la réalisation du vegan pour tout le monde. Aujourd'hui, au niveau individuel, le fait d'être végétarien ou vegan, je suis d'accord avec ce qu'a dit Sébastien, ne pose pas de problème. On peut être en bonne santé et ne pas manger de viande ou zéro produits animaux. Au niveau de la société, au niveau de la planète, la question, pour moi, se pose encore. Tout à l'heure, on a évoqué l'exemple de l'Inde. C'est vrai que l'Inde est un pays où une très grande majorité de population est végétarienne. Mais si on creuse un peu, on se rend compte que déjà, en fait, les végétariens, ce sont les riches. Ils mangent aussi des produits laitiers, donc on évacue beaucoup de questions nutritionnelles avec ça. Et puis, même quand on s'intéresse exclusivement à la population hindoue, parce que en fait, la question du végétarisme ne se pose pas pour les populations. En Inde, la question des régimes est plutôt axée, et ça se diffère surtout religieux et puis les castes. Si on s'intéresse aux autres religieux que l'hindouisme, de toute façon, ils mangent de la viande. Et si on s'intéresse aux populations hindoues, on se rend compte que plus on descend dans la position sociale, et en fait, plus les gens consomment de la viande. Et il y a même des gens qui mangent des vaches. Or, la vache est un aliment sacré auquel on n'a pas le droit de toucher. Parce que, en fait, les gens qui mangent du bœuf en Inde sont les gens les plus bas en termes sociaux. Et leur métier, en fait, l'un des seuls métiers qu'ils peuvent occuper, c'est l'équarrissage. Donc ils débarrassent la société des cadavres des animaux. Et donc ils en profitent comme ils peuvent. Donc quand on apprend ça fait qu'on se remet... en tout cas, c'était mon cas. On se pose la question différemment. On se pose la question, finalement, le scale-up, si on prend le parler techno, start-up, jusqu'où est-ce qu'il va pouvoir aller pour le végétarisme et pour le véganisme? Est-ce qu'on va pouvoir... est-ce que c'est finalement crédible de dire, en fait, il faut qu'on arrête l'élevage, absolument. Aujourd'hui, des modélisations ont été faites pour imaginer le régime durable qui pourrait marcher à l'échelle planétaire. Et ce régime durable, lui, inclut les produits animaux et inclut la viande. Mais dans une proportion beaucoup plus petite que c'est le cas aujourd'hui dans le régime occidental. Voilà. On a encore oui, question rapide et puis réponse très rapide. Non.
Merci. En tant qu'enseignante d'histoire-géographie, j'avais une question d'histoire et de géographie. Pour la question histoire, c'était de savoir est-ce qu'il y a eu des moments dans l'histoire ou dans certaines civilisations où le végétarisme était la règle ou alors c'était plus mis en avant. J'exclus les questions plutôt religieuses parce que forcément je vais penser au Qatar, au Moyen-Âge ou à l'hindouisme. Donc est-ce qu'il y aurait d'autres civilisations peut-être moins connues? Le Japon était végétarien jusqu'au 19e siècle. Vraiment toute la société? Oui, par édit de l'empereur. Et même au départ, au 7e siècle, l'empereur avait interdit aux Japonais de consommer de la chair animale, y compris du poisson. Alors ça n'a pas tenu très longtemps parce que là les gens ne pouvaient pas tenir, mais le Japon, on ne le sait pas, mais a été un pays végétarien par obligation jusque récemment, jusqu'au 19e. Quelles raisons faisait valoir l'empereur? C'était des questions religieuses? C'était des questions... Oui, bien sûr, c'était l'imprégnation bouddhiste, voilà, refus c'est lié au Shinto. De ne pas nuire, etc. Ah oui, bien sûr. Et pour ma question géographique, c'était quels impacts on pourrait avoir à long terme du fait, si on va vers une réduction de la consommation de viande. On disait que les jeunes mangent de moins en moins de viande. Si on va vers une réduction de la consommation de viande, donc ça veut dire moins d'élevage aussi, donc quelles conséquences ça pourrait avoir sur les paysages, notamment je pense aux paysages bocagers, aux paysages de prairies, en termes de fermeture de paysages, est-ce qu'on peut avoir un retour Bien sûr, c'est vrai que quand on parle d'élevage, il faut voir effectivement qu'aujourd'hui, l'élevage, et moi je travaille beaucoup avec des agriculteurs et avec des éleveurs, et évidemment ils se sentent montrés du doigt, stigmatisés, accusés de tous les maux. Pour moi, l'idée n'est évidemment pas de renoncer à l'élevage, d'abord parce que nutritionnellement, si nous pouvons diminuer notre consommation de viande, il y a tout un tas de populations dans le monde, Afrique subsaharienne, péninsule indo-pakistanaise, où ce serait une bénédiction que les gens aient un peu de viande dans leur régime alimentaire pour la diversité de l'alimentation, pour les protéines, etc. Ce n'est pas parce que la viande, on peut se passer de viande, que la viande est pour autant un poison. Bien sûr que non. La viande, c'est utile. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas indispensable qu'elle n'est pas utile. Elle apporte des nutriments. Et donc, derrière la production de viande, il y a l'élevage. Et l'élevage, donc on oublie de le dire, il y a des bénéfices. Alors, il y a élevage et élevage, on est d'accord, mais je disais peut-être rapidement en commençant, quand vous faites de l'élevage, vous avez de l'élevage de ruminants, certes, qui émet des gaz à effet de serre, mais les prairies vont pouvoir, parce que ce sont des puits de carbone, compenser une partie des émissions de méthane des ruminants par la photosynthèse, tout simplement, donc séquestration du carbone dans le sol, et ça peut aller dans les systèmes bovins jusqu'à 50%, donc ce n'est pas négligeable. Si vous n'avez plus d'animaux, eh bien vous n'avez plus de prairies, vous n'allez pas payer des gens pour aller entretenir les prairies, et donc du coup, fermeture des paysages, risque accru d'avalanche, d'inondation, de sécheresse, etc. Pour moi, l'élevage, pas n'importe quel élevage, évidemment, mais y compris, et d'abord peut-être l'élevage des ruminants, a vraiment toute sa place pour des raisons environnementales, pour des raisons paysagères, pour des raisons culturelles, pour des raisons économiques également. Donc la question, pour moi, n'est pas du tout le tout ou rien, mais de dire, essayons de repenser notre manière de concevoir notre consommation alimentaire, notre élevage, pour que ce soit le moins impactant possible, évidemment, sur l'environnement. Oui, et puis j'essaie de faire très très court. Oui, mais je voulais répondre à la question géographique, forcément que ça me parle en tant que géographe. L'évolution des paysages s'est faite en défaveur des bocages sans qu'il y ait forcément moins d'animaux, au contraire. Avec la révolution verte, il y a eu du remembrement et voilà, des monocultures, c'est pas dû aux végétariens. Et puis la réduction de viande, comme on parle aujourd'hui, aura d'abord un impact sur les fermes extensives, comme on peut voir, intensives, comme on peut voir en Amérique latine ou en Amérique du Nord, beaucoup moins sur le petit bocage qu'on va voir dans le Véron ou ailleurs. Donc je pense que l'utilisation de l'animal dans ces bocages, ce n'est pas forcément pour l'alimentation, il y a d'autres impacts derrière, donc en termes de système agraire, etc., etc. Je pense que les débats étaient intéressants. On a commencé par l'alimentation, on a fini par la géographie. Je suis heureux en tant que géographe. Je vous remercie à tous et à toutes. Et si j'ai bien compris, ça se poursuit demain. Merci.